Fait que, comme on disait un peu plus tôt, on va parler de l'histoire du stockage des données sur la planète. Donc, on remonte à très, très loin. Puis, un des premiers stockages qu'il y a eu, contrairement à bien des gens, c'était le ruban magnétique qui date de 1800 quelques. Et la personne qui a inventé le stockage, le ruban magnétique, attendez, je pense que j'ai de l'écriture, 1928, c'est Fritz Plumer, ruban magnétique, et le gars travaillait, curieusement, j'ai appris ça cette semaine, il mettait des couches de métal sur des papiers à cigarettes. Ah oui. Ouais. Puis lui, c'était ça sa job. Fait que tu comprends? Fait qu'il il développait des papiers à cigarettes, papier aluminisé. Mais à l'époque, c'était pas de l'aluminium. Et évidemment, pour garder la fraîcheur des cigarettes, ces choses-là. Et à un moment donné, il y a eu l'idée de se dire que peut-être qu'il pourrait coater un ruban, quelque chose, avec un oxyde ferreux, puis d'y inscrire des données ou de la musique ou des choses. Et c'est comme ça qu'est né le ruban magnétique. Donc, ça a été le précurseur et ça a servi. La NASA sans les rubans magnétiques ne serait pas ce qu'elle était, ce qu'elle est ou ce qu'elle est devenue. Ça a été capital dans tous les Ouais. calculs inimaginables qu'ils ont dû faire. Tu sais, on se le cachera pas, Patrice, la NASA, IBM, t'élimines ces deux-là, puis il n'y a pas d'histoire de l'informatique ou à peu Non, près. non, Là. non, non, c'est clair, c'est Je veux clair, c'est dire, clair. ça a été majeur. Puis, les universités se sont greffées autour de ça, puis ils ont offert tout plein d'aides là-dessus. Fait que ça a été un des premiers, je te dirais. Il y a eu ensuite, en 1932, des drums magnétiques, qui est un précurseur du disque dur. Par contre, le disque dur, comme on le voit habituellement, c'est un disque qui tourne avec une tête de lecture sur le disque, tandis que le drum magnétique, c'était le contraire. Donc, le disque était sous forme de cylindre et les détecteurs, les têtes de lecture étaient, vous voyez les points qu'on voit dans l'image, là, qui étaient les têtes de lecture, et on pouvait aller jusqu'à 500 000 bits, ce qui était pas peu dire, mais ça coûtait un bras et une jambe à Oui. développer. Oui. Ça n'a pas levé, c'était trop tôt. Comme on le dit souvent, Ouais. dans bien des choses, des technologies qui sont sorties, il y a eu quelques universités qui ont eu des drums magnétiques, IBM, ces choses-là, mais c'était coûteux, c'était cher à entretenir, c'était complexe, donc ça a servi pour emmagasiner des données, les lire, mais c'était pas utilisé en temps réel ou très peu en temps réel, parce que le côté pratique, il n'y était pas, étant donné la complexité de l'affaire. Patricia, on a une grosse soirée. KetoWire vient de s'abonner Ah, avec son voyons abonnement donc, Prime. Merci merci. beaucoup, KetoWire. Tu es le numéro 7 avec Ouais, ta badge wow, de fondateur. nice. Fait que c'était le drum magnétique, puis celui qui a fait ça, c'est Gustave Toschek, Toast check. Oui. je pense. Alors, je suis pas sûr. Évidemment, ensuite est venu le ENIAC, autour de 40. Et là, c'est la joie des tubes à vide qui pouvait emmagasiner autour de 20 chiffres de 10 décimales. Donc, un tube, c'était l'équivalent d'un bit. Évidemment, ça a été perfectionné, ce qui fait qu'à la fin, un tube pouvait emmagasiner un peu plus qu'un bit. Là. Il y avait des techniques avec d'autres appareillages qui faisaient qu'on pouvait multiplier un peu les données. Mais comme vous le constatez dans l'image, le ENIAC, c'était une pièce. Là, ça prenait de l'espace. Puis pour pouvoir opérer ça, il y avait plusieurs personnes dans une pièce qui devaient gérer ça, un peu à la manière des standards téléphoniques. Là. Il y avait un paquet de câbles à aller brancher, débrancher pour pouvoir aller sortir une opération. Donc, c'était pas hyper pratique, mais c'était le précurseur de l'informatique. C'était le début de l'ordinateur, si on veut, tel qu'on le connaît. Puis il y a eu d'autres expériences avant. Quand je dis 1940, évidemment, il faut comprendre que, un peu comme dans n'importe quelle histoire d'une découverte, il y a toujours des découvertes qui sont faites en parallèle de d'autres choses, puis éventuellement, il y a quelqu'un qui a l'idée de tout mettre ensemble dans une même boîte, puis on se retrouve avec un objet fonctionnel. Je veux dire, avant qu'il y ait ENIAC, il y a eu d'autres choses, mais c'était pas autant organisé, fonctionnel que ENIAC a pu l'être. Ça, c'était ENIAC. Il y a eu ensuite, en 1946, des tubes de Williams, qui sont un genre de tube cathodique. Et pour ceux qui sont dans les télécoms, vous allez avoir l'impression, c'est pas une impression, c'est un peu le look que ça donne de voir une constellation QAM pour la quadrature amplitude modulation.
C'est un peu comme si on voyait une constellation à l'écran. Le tube cathodique pouvait imprimer soit 1024, 2048 bits. Il faisait une matrice. Et cette matrice-là, chaque point avait un voltage différent, donc point, pas de point. Et il y avait un détecteur métallique qui était placé au bout qui pouvait lire les données. C'était assez gros, assez encombrant, mais c'était une façon de garder des données. Et c'était des données volatiles. Parce que Ouais, là, ouais. la mémoire, il faut savoir que la mémoire, elle est basée en deux catégories. On a la mémoire volatile puis la mémoire non volatile. Volatile, ça veut dire que les données disparaissent à la seconde où je coupe le courant. Et la mémoire non volatile, elle va persister une fois que l'électricité est coupée. Donc, les tubes de Williams, ça a été la première RAM, ce qui veut dire Random Access Memory ou mémoire à accès euh, randomisé. Ou, Ouais. ouais, je pense que c'est ça le terme. Donc, c'était de la mémoire. On stockait des données temporaires pour pouvoir les réutiliser dans une autre équation ou dans d'autres choses. Puis, une fois qu'on fermait la switch, les données existaient plus. Ça, c'était assez fou, là. Puis on parle d'un tube, un peu le même tube qu'on se sert pour les télévisions qui éventuellement donnait les télés. Ouais. Et là, j'ai pas fait de recherche, Patrice, mais je suis pas mal sûr que si je cherche, ça doit être une invention, le tube de Williams qui a fait un split en deux. Il y en a un qui a décidé de faire la télé avec ça. On va le pousser, tandis que l'autre a décidé de faire de la gestion de données avec ça. C'est fort probable, oui. Ça, Patrice, ça te dit quelque chose? Non. Mais la mission Apollo, la mémoire à noyau magnétique. Je sais que, bon, les images étaient sur des bandes magnétiques, là, mais c'était des images qui étaient comme encodées via un signal magnétique sur des bandes, là. La mémoire du module de contrôle de trajectoire qui était à bord de l'unité de contrôle et dans la fusée Saturne, une boîte qui devait être pas plus grosse que ça, là, Oh, oui. contenait de la mémoire on appelle ça de la Magnetic Core Memory. Et chaque petit fil qui passe dans ce sens-là et dans ce sens-là se voyait attaché un noyau magnétique, un anneau de métal en fer. Et tout le monde sait que si on fait passer un courant électrique à travers un objet métallique, on crée un champ magnétique. Et on sait aussi que le champ magnétique va tourner, va avoir une rotation dans le sens d'arrivée du courant. Donc, si je faisais arriver un courant dans ce sens-là et un courant dans ce sens-là dans le fil, je créais une torsion dans un sens. Et là, si ça tord dans ce sens-là, c'est un 1. Si ça tord dans l'autre sens, c'est un 0. Donc, tout Oh, oui. dépendant de quel endroit je faisais arriver le courant, je pouvais venir encrypter mon anneau ferreux. Et j'avais un troisième fil qui était le fil de lecture. Et un des problèmes avec les noyaux, les mémoires à noyaux magnétiques, c'est que c'est une mémoire destructive. Donc, dès qu'on la lit, elle est détruite. Ouais. Et la NASA, IBM et tout ça ont eu l'idée de, ben, on va lire notre donnée, puis on la réécrit tout de suite. Donc, À chaque fois, OK. si, à chaque fois, donc, Pour la si j'avais, persister, oui. exact, je lis un 1, parfait, j'ai un 1, je réécris un 1 pour être sûr de ne pas le perdre, puis de ne pas me retrouver avec des données faussées. Puis cette mémoire-là a évolué un peu au fil des missions, là, parce que ça a été implanté dans les missions Apollo. Puis autour de 49-50, on a commencé à avoir ce qu'on appelle des cordons magnétiques. Donc au lieu d'être une espèce d'empilement de fils dans une matrice très, très, très carrée, on faisait courir des cordons dans lesquels on avait plusieurs anneaux de métal et on les enroulait, puis on augmentait la capacité et la possibilité de traiter les données. Le carré que vous voyez en haut, ça a été utilisé aussi par les Russes, un peu tout le monde, les missions Soyouz, pas Soyouz, mais à l'époque, j'ai pas le nom des missions russes. Puis on venait empiler ces matrices-là de manière à former des cubes. Et là, on filait tout le kit avec des condensateurs et tout ça, puis on arrivait à contrôler notre histoire. La prochaine vidéo, c'est une petite vidéo qui montre un peu comment ça fonctionne. Donc, attends une minute, je suis allé trop vite. C'est l'autre d'après, je me suis trompé. Oups, désolé, ma souris. Voilà.
Alors, la mémoire à noyau magnétique, vous allez voir dans la vidéo, on a des valeurs qui sont enregistrées dans chacun des anneaux ferreux. Et on voit ici le sens du courant et le fil de lecture et le fait qu'il réécrit la donnée une fois qu'il l'a lu. Donc, c'est quand même assez fou comme type de mémoire. Mais évidemment, je pense que c'était 128 bits pour une matrice. Là. C'était pas énorme. Là. Non, évidemment. Puis Surtout tu pour sais, le physique, juste oui. pour rappel, dans une simple calculatrice de nos jours, il y a plus de données et de capacité de traitement qu'il y en avait à l'époque dans l'émission Apollo. Donc, c'était très, très simple. Puis ces systèmes-là, c'était avec ça qu'ils étaient capables de calculer les trajectoires pour être capable de faire des rentrées, des sorties, des stabilisations, de tenir un cap, ces choses-là. Donc, c'était entièrement calculé à l'aide d'une affaire qui ressemble à un métier à tisser. Complètement. C'est fou, hein? C'est fou. Je vais revenir sur ma diapo d'avant parce que j'avais sauté. Ouais. Euh, En même temps que le tube de William, qu'on a vu avant, il y a eu aussi le Mercury Memory Line Delay. Ça, j'ai pas la capacité de traduire, mais je dirais la mémoire au mercure À par délai, là. délai, Ouais. ou en tout cas, en gros, c'est qu'on mettait deux cristals de quartz à chaque extrémité avec un tube dans lequel il y avait du mercure et on pouvait propager une fréquence et le mercure gardait la fréquence sonore dans le métal et on était capable de la lire sur du long terme. Encore là, c'était hyper pratique à l'époque parce que ce genre de tube-là pouvait être déplacé. Donc, on aurait pu Ouais. le brancher puis le déplacer dans la pièce, puis pendant le mouvement, on perd pas les données, puis on n'est pas obligé de ces choses-là. Ça a fait quelques années, mais bon, c'était compliqué à développer, c'était compliqué à maintenir. On pouvait avoir quelques milliers de bits, mais rappelons-nous qu'à l'époque, en 1951, il y avait un paquet d'alternatives en même temps. Donc, on se retrouve avec les rubans magnétiques qui courent, les punch cards, donc les Ouais. cartes à trous, on se retrouve avec les mémoires magnétiques, on se retrouve avec les tubes de Williams. Donc, on avait plusieurs propositions qui avaient tous des avantages et des inconvénients en fonction de ce qu'on voulait faire. Certains étaient très, très rapides dans la lecture des données qui étaient enregistrées dessus, mais avaient le désavantage d'être compliqué d'en écrire. Donc, tu sais, je veux dire, on était capable d'écrire des données, mais ça prenait un temps de fou. Mais pour le lire, c'était la folie, ça allait super vite. Puis il y en a d'autres que c'était le contraire. Tu pouvais écrire à peu près ce que tu voulais en quelques microsecondes, mais ton temps de lecture était évidemment très long. Donc, chaque façon de faire à l'époque pouvait être utilisée soit pour entreposer des données à plus long terme, soit pour les lire directement, soit pour avoir un accès à de la RAM, donc de la mémoire à utiliser là maintenant pour faire une action très précise. Puis ces mémoires-là ont fini par se blinder tranquillement pas vite dans d'autres supports. Fait que c'est pour ça que les dates sont un peu. On a l'impression que tout a été inventé en même temps. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après cette vidéo-là? Oui, le premier disque dur. L'IBM. Ouais, le IBM 305 Ramac qu'on voit en haut dans l'image, qui contenait 50 disques de 24 pouces. On dirait une thermopompe, hein? C'est complètement débile. 50 disques de 24 pouces, c'était un frigère, cette affaire-là. Là. C'est pas compliqué. Puis quand ça tournait, là, ça devait faire un boucan de la mort. Tabarouette. Et chaque disque pouvait contenir quelques milliers de bits, là, quelques centaines de milliers de bits. Et c'était l'équivalent d'un stack de 50 disques, 5 millions de caractères. OK. Donc, c'était quand même pour l'époque, en 56. Mais encore là, c'était pas des choses qu'on pouvait lire right now. Parce Non, que quand non. on avait besoin d'intégrer quelque chose rapidement, souvent c'était encore la carte à poinçon ou le ruban magnétique qui venait supplanter parce que la vitesse d'information, le transfert des données était beaucoup plus rapide. Donc ça servait plus à venir stocker des données à long terme. Puis ce disque dur-là pouvait tenir jusqu'à 64 000 cartes à poinçon. Et rappelons-nous, on va le voir un peu plus loin, les cartes à poinçon servaient généralement à intégrer des données, donc à faire une programmation dans un appareil. On pouvait, on pouvait encoder en Fortran ou en différents types de codes, puis on envoyait notre programmation à l'aide de cartes à poinçon
C'est comme ça qu'on rentrait des données. Souvent, les cartes à poinçon étaient plus rapides parce qu'il y avait des machines. Écoute, ça te rentrait les cartes. Tic, 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 tic. Oh, oui, oh, oui. Puis ça rentrait dans le temps de le dire versus un disque dur. Puis un peu plus tard, comme on voit dans la deuxième image, on a commencé à avoir des disques durs à plateau avec des doubles lectures, donc au-dessus et en dessous. Mais encore là, c'était énorme comme appareil. Puis ça contenait, tu sais, je vous donne un exemple, là, quelque chose comme 4 mégabits. Là. C'était complètement débile. Mais à l'époque, 4 mégabits, Pour les c'est, besoins de l'époque, c'est, c'est ça. 4 mégabits, c'est 4 millions de bits. Là. Oui, oui. Fait que tu sais, c'était quand même suffisant pour les besoins à l'époque. Ça, tout le monde qui a écouté, moi je suis complètement fan de tout ce qui est l'exploration spatiale. Oui. Et il y a une vidéo à un moment donné qu'il va falloir que je trouve, Patrice, dans laquelle on voit un gars réparer ce genre de machine-là de nos jours et de la faire utiliser. Puis là, tu vois tout le système. Il y a un système d'air à l'intérieur des machines pour pousser le ruban magnétique dans le vide pour pas qu'il touche à rien pendant qu'il est lu. Oh, oui. Et ça, c'est débile. Là. Dans les locaux de la NASA, il y avait des dizaines de panneaux comme ça de ruban magnétique. Puis la capacité de traitement de ça, c'est un IBM 729, là. Oh, C'était oui. 630 kilobits seconde. On est en 60. Tu sais, on parle presque un mégabit, ce qui était franchement wow là, pour l'époque. Oh, Là. oui. 630 kilobits par appareil. Donc là, si on avait 5, 6, 7 appareils qui diffusaient quelque chose, ben là, c'était les données qui rentraient, ça rentrait au poste. Là. Puis on Effectivement. était capable d'avoir un calcul dans le temps de le dire. IBM 711, un lecteur de cartes à poinçon. Oui. Évidemment, la petite dame que vous voyez dans l'écran, elle était dans une machine qui lisait les cartes à poinçon pour pouvoir l'insérer dans l'ordinateur derrière. Et il y avait aussi la possibilité, j'ai pas mis l'image, là, mais il y a aussi des appareils qui permettaient de copier des cartes à poinçon pour en faire un double afin de l'insérer autour d'un drum, d'un cylindre, qui est inséré après ça dans un appareil qui allait lire la carte à poinçon. C'était complètement fou. IBM a développé des techniques pour avoir des cartes à poinçon avec un peu plus grosses, un peu plus grandes, mais ça pognait pas parce que ça impliquait de changer tous les équipements qu'il y avait dans la place. Fait qu'ils sont restés de mémoire avec pas mal le même format qu'on a là. Puis juste que tu me corrigeras, Pat, mais je pense que jusqu'au début des années 90, il y avait encore beaucoup d'équipements qui fonctionnaient pour rentrer la programmation de base, là, qui fonctionnaient encore avec des cartes à poinçon Probablement, surtout dans le domaine dans certaines financier, entreprises. bancaire. Oui, Ouais. oui, c'est ça. Puis ça m'amène sur l'inverse de la carte à poinçon qui est, tu sais, l'Auto-Québec, là, quand tu as la Oui, petite feuille, puis c'est pareil. c'est pareil, c'est juste l'inverse, c'est-à-dire que tu mets Mhm. noir ou blanc pour le numéro. Mais je pense que ça fonctionne encore aujourd'hui, si je comprends bien, là. Ça fonctionne encore aujourd'hui. Bon, les lecteurs ont changé, mais c'est la même C'est technologie. le principe est pareil. La Ah, ouais. façon de compter, la façon de calculer. Fait que c'était comme ça qu'on s'y prenait. La carte à poinçon a été longtemps indélogeable par sa facilité à programmer. Puis on pouvait en faire des dizaines. Puis là, on rentrait un programme un peu comme ça. Tu sais, de nos jours, les codeurs vont aller sur un bloc-notes puis ils vont rentrer leur ligne de code. Mais dans une carte à poinçon, chaque ligne avait une ligne de code et on pouvait passer notre programme, on rentrait ça dans la machine, merci, bonsoir. Ah, On ouais. venait de changer le comportement. C'était complètement fou. Ensuite est arrivé Robert Denard en 1966, qui est arrivé avec la première Dynamic Random Access Memory, l'ancêtre de la SD-RAM ou de la DDR2, DDR1, DDR3, ainsi de Avec suite. 1 kilobit. 1 kilobit de capacité au niveau de, de mémoire, c'était la IBM, évidemment, qui est sorti ça. C'était la IBM 1101 ou 03, je suis plus sûr, là. Vous irez voir. Et là, On voit sur évidemment, l'image, là, c'est 11-0. Derrière le B, peut-être, qu'est-ce qu'on a, là? ouais, je pense que c'est 03, mais je suis plus Ouais, sûr, ouais. ou 01. Bref, ils ont fait une 02, 03, ainsi de suite. Là, les capacités ont augmenté pour finir par arriver aux barrettes de mémoire qu'on a connues, là, les Sims. Et ça a été la folie furieuse après ça. Et c'est ce qui a fini par équiper les premiers Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, sans quoi on n'aurait pas eu. Évidemment, vous comprendrez qu'en parallèle de ça, éventuellement arrivent les disquettes, ainsi de suite. Là. On va en voir un peu plus longtemps. Donc ici, on a de la mémoire
Volatile, ce que je disais tantôt, là, perte lors d'un redémarrage. Mémoire non volatile, ça subsiste sans alimentation. Les RAM, Random Access Memory, si on voit une barrette typique, là, c'est une mémoire qui est volatile. Donc, dès que le PC est éteint, on perd les données. Et pour ceux qui ont un peu de difficulté à se mettre en tête qu'est-ce que la mémoire RAM versus un disque dur, je vais vous faire une analogie un peu grosse, mais qui va vous donner une idée un peu pour mieux comprendre. Vous êtes dans votre pièce de sous-sol avec une table et derrière vous, vous avez des bibliothèques à pu finir avec un paquet de manuels, d'encyclopédies, de tout ce que vous avez qui sont dans votre bibliothèque. Votre bibliothèque, c'est votre disque dur, donc c'est votre mémoire non volatile. Elle va garder vos livres, vos manuels, vos instructions comment faire. Et votre table, c'est ce qui va vous permettre de faire votre travail. Donc là, vous avez un devoir d'université. Vous devez faire une recherche sur l'Empire moyenâgeux, blablabla. Ben, vous allez devoir sortir peut-être 2, 3 manuels, une encyclopédie, une carte, ainsi de suite. Et si vous travaillez sur une petite table à café, ben, vous allez vous retrouver avec le problème que ben, vous allez devoir fermer votre encyclopédie, réouvrir votre carte. Et là, OK, c'est là, c'est à tel endroit parfait, tracé. Ah, j'ai besoin de tel OK, ferme la carte, va chercher l'encyclopédie. Et là, vous allez augmenter votre temps de travail parce que votre espace de travail, votre RAM, Random Access Memory, est trop petite pour la quantité de travail que vous voulez faire. Donc, si vous avez une plus grande table, vous allez pouvoir ouvrir plusieurs manuels en même temps et en parallèle avoir votre carte, votre manuel Encyclopédie Britannica, ainsi de suite, et aller piger dans chacune de ces données-là pour effectuer un travail. Donc, plus on a de RAM, plus on peut rouler des programmes en même temps, ouvrir des choses en même temps, puis faire des actions en parallèle. Donc, c'est un peu l'idée de la mémoire RAM versus une mémoire qui est non volatile. Puis on a la ROM, Oui, c'est qui est bien là. d'en parler. Oui, oui. Euh, vas-y, je te laisse la Non, présenter. non, je te laisse, je te fais juste souligner, mais vas-y, là. La ROM, c'est le random, c'est le Only, read-only memory. c'est ça. On va voir généralement cette mémoire-là, qui est de la non volatile, euh, dans des cartes électroniques ou ces choses-là, pour programmer un comportement attendu. Donc, je vous donne un exemple. Vous démarrez votre PC, il y a certains éléments de votre PC qui doivent être pris en charge. La mémoire RAM, le disque dur, l'écran, la souris, ces choses-là. Et le micro-programme qui va gérer tout ça, qu'on appelle le BIOS, qui est ce programme-là va utiliser sa programmation qui est en fichier dans une puce qui est en read-only memory. Donc, on ne peut pas y changer l'information. Évidemment, il y a eu toute une déclinaison de puces là-dedans qui étaient des puces qui étaient possibles d'effacer avec on enlevait le petit collant sur le dessus avec l'ultraviolet, Ouais, donc on ouais, pouvait la ouais. reprogrammer. Il y en a certains que tu peux reprogrammer, qui sont des ROM reprogrammables, et là, il y a tout plein de déclinaisons entre les deux qui fait que tu peux ou pas. Et tout ça a été fait grâce à une découverte un peu parallèle qui est le transistor, qui a permis, en lui ajoutant un condensateur, de développer ce qu'on appelle le MOSFET, qui est métal oxyde, métal oxyde, je De, l'avais dans la tête, en anglais, là. métal oxyde, silicium, euh, en tout cas, c'est de l'oxyde de métal ferreux avec effet de champ. Et c'est ce qui a permis la création de la DRAM ou la RAM. Et de nos jours, le MOSFET est rendu présent, mais à des millions d'exemplaires dans chacune petite puce, des milliards d'exemplaires. C'est ce qui nous a donné la mémoire actuelle. Évidemment, autour des années 80, on a eu besoin de développer certaines choses. Donc, on a pris le ruban magnétique et on en a fait un disque et on a développé des disquettes, des 3 pouces et quart, des 5 pouces et quart. Et tu dois t'en rappeler, Patrice, il y a eu la folie on a trouvé le moyen de fourrer le système. À cette heure, on peut acheter un poinçon. Puis si on Ouais. poinçonne la disque, on est capable de la revirer de bord. Oui, parce que ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en arrière de la 3,5, il y a une petite encoche en haut de la disquette. Et si on fait la même encoche de l'autre côté, à ce moment-là, on peut la virer de bord et le lecteur sait qu'il peut aller écrire et lire dessus. Là.
Fait que là, on venait de doubler la capacité de nos patentes du jour au lendemain. C'était la folie furieuse sur les ordinateurs. Tout le monde s'échangeait puis ils se vendaient des poinçons pour Je pense qu'il y pouvoir avait percer. différentes qualités de disquettes. Il fallait faire attention. Il y en a que le Il y en disque a que était tu plus pouvais briser ça. mince. C'est Ouais. ça, d'autres qui étaient plus épais. Les plus épais, bon, il n'y avait pas de problème. Là, ça avait la capacité de le retourner de bord, mais c'était pas tous les modèles. Il fallait faire attention. Là. Évidemment, est né aussi les CD, DVD. Donc, les CD, DVD sont une technologie euh, euh, optique. Donc, c'est littéralement, on va prendre un laser, puis on va venir creuser dans une surface métallique des trous. Il y a eu les Des trous. vidéos disques aussi, là, qui Oui, étaient les beaucoup plus vidéodisques gros. Ouais. aussi. On creuse des trous, puis après ça, on va lire la profondeur des trous. Ça va nous donner un 1 ou un 0. Il y avait des tapes magnétiques, des zip tapes. Il y avait eu, tu sais, à cette époque-là, là, ça s'est mis à se diversifier à un niveau absolument fou, là, sans parler de toute la partie vidéo avec les bêtas, les autres supports qui se sont sortis en même temps. Et on a vu apparaître autour des années, tu me corrigeras, là, mais de mémoire, autour des années 2000, les premières clés USB, donc avec Ouais. les mémoires flash. Mais avant les mémoires flash, je pense qu'il y avait les SD cards et tout ça. Tranquillement, pas vite, est arrivé les clés USB avec la Ouais, mémoire ouais. flash. Et puis les capacités ont commencé avec 1 gig, c'était la folie, 8 gig, 64, 256. Et aujourd'hui, on a des clés USB de 1 teraoctet. Même je pense que j'ai vu jusqu'à 2 teraoctets au niveau d'une clé USB. Ouais, ouais. C'est possible. Et on arrive finalement à la technologie actuelle pour monsieur et madame tout le monde, qui sont les NVMe. Pas mal tout le monde qui a un PC récent, un PC à date, utilise ce type de mémoire-là. Donc, c'est comme une mémoire RAM, mais qui est utilisée comme disque dur. Donc, les NVMe, c'est la suite des SSD qui sont les Solid State Drive. Et on a aujourd'hui, la plupart vont avoir un Tera, 2 Tera, mais on a des barrettes de NVMe qui vont jusqu'à 15 terabytes actuellement, que tu peux acheter qui coûtent les yeux de la tête, là, mais qui sont absolument de top of the line en termes de rapidité d'accès à l'information et de données. C'est plus solide que les vieux SSD qui avaient une durée de vie un peu plus courte en Ouais. termes d'écriture, parce qu'à force d'écrire sur de la mémoire flash, bon, on finit par ne plus être capable d'écrire, et c'est un des problèmes. C'est pour ça qu'on disait à l'époque, tu installes ton système d'exploitation sur ton SSD, mais tu ne joues pas avec, tu mets tes données sur un disque dur normal. Oh, ouais. C'est de moins en moins le cas. Ouais. Puis là, le NAND Flash, là, c'est l'équivalent. Là. C'était peut-être juste avant là, le NVMe, là, mais c'était dans la même lignée, là, je pense, au niveau de l'abréviation ou du type de Mm -hmm. technologie. Là. Oh, ouais, on est très, très en parallèle parce que Oh, là, ouais. on développe des mémoires qui sont hyper spécifiques pour un job en particulier, tu sais, qui vont Oh, être ouais. hyper rapides dans la réception des données, mais plus lentes à l'écriture ou, tu sais, ce genre de petits détails-là. Fait qu'ils font des légères petites modifications dans la façon de le construire, puis on a des données différentes. Et là, on tombe dans le futur actuel. La mémoire holographique 5D. Ouh. Donc, on peut inscrire sur du cristal des bits, des données. On peut inscrire 1 Tbit par pouce carré. Et dernièrement, l'an passé, on a été capable de développer une encryption, une façon d'inscrire dans le cristal en 5D, donc dans toutes les positions possibles de lecture, ce qui nous permet d'augmenter énormément la capacité. Puis dans l'exemple ici, là, ils ont gravé la Bible dans le petit carré très pâle, là, que vous voyez, c'est l'entièreté de la Bible qui est complètement codée dans ce petit disque-là. Et ça veut-tu Et dire que à cause que c'est du cristal, c'est pratiquement à vie? indestructible. C'est ça, hein? Ben, on parle, puis là, on dit 13 milliards d'années là, pour faire une image, Oh, ouais. c'est comme aussi vieux que l'âge de l'univers actuel, mais on pense qu'on pourrait entreposer des données à vie sur des supports. Et là, il y a des entreprises qui commencent à y penser. Ben oui. Question de laisser une trace dans le futur. Et j'ai mis l'œil de Hal l'Odyssée de l'espace parce que justement, l'ordinateur HAL était fait avec de la mémoire holographique. Et à l'époque où on a écrit ce film-là, on aurait probablement traité de fou la Le personne qui a eu réalisateur, l'idée de ouais, faire ouais. ça, le réalisateur, mais on est très, très actuel
au niveau de la technologie. Donc, évidemment, vous comprendrez que on peut écrire énormément de données sur un support holographique. Côté lecture, c'est une autre histoire. Ouais. Donc, côté lecture, tu sais, si t'écris, je sais pas moi, 12 terabits, ben, t'as peut-être une couple de jours avant de retrouver ton stock, là. Effectivement. Ou il faut trouver une façon Oui, d'y accéder en quelques millisecondes pour qu'il n'y ait pas d'interruption, là. ouais. Fait que c'est quelque chose d'intéressant du point de vue du stockage à très très long terme, peut-être du point de vue historique, du point de vue à la limite. Tu sais, il y a des gens qui essaient de faire des contacts extraterrestres dans l'univers, comme le programme SETI, ces choses-là. Oh, ouais. Donc peut-être que si on envoie une sonde et qu'on veut, un peu comme le disque dans Voyageur, on veut inscrire un message dedans, ça peut être quelque chose de valable, mais dans le day-to-day, Ça reste à voir, là. Ouais, c'est ça ça. reste à voir. Et la dernière technologie actuelle qui est en développement, qui est utilisée, qui a été réussie cette année, c'est le stockage sur l'ADN. Donc ça, on en avait parlé un petit peu plus dans quelques émissions passées, là. Le stockage sur ADN, on est capable d'encoder, de fabriquer un ADN artificiel et d'encrypter jusqu'à 251 millions de gigabits par gramme d'ADN. Shit. Et là, vous pouvez imaginer toutes les foleries que vous voulez dans votre tête. Quelqu'un peut se retrouver avec du code génétique engravé dans son corps et là, avoir l'entièreté de toutes les vidéos YouTube qui existent dans son ADN. C'est fou. Puis il se promène dans la rue, puis on ne le sait pas. Mais bon. Fait que c'est ça. Fait que c'était mon historique, Patrice. C'était le tour des choses. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. J'ai sûrement oublié des détails, on s'entend. Mais non, mais c'était vraiment intéressant. Puis là, on voit toute l'évolution, là. Tu sais, c'est quoi? C'est à chaque X années, on double, là, c'est la fameuse loi La loi de Moore. de Moore, hein, c'est ça, hein? Fait qu'on voit on continue à augmenter, même si dans certains domaines, probablement qu'on va atteindre un certain plafonnement, mais jusqu'à maintenant, c'est assez impressionnant là, dans le domaine du stockage, comment ça évolue, là. Puis on l'a vu tantôt au niveau des débits de données, on continue sur une courbe exponentielle là, qui est vraiment impressionnante, là. Donc, c'est vraiment intéressant.